Bonjour, c'est un grand plaisir d'accueillir ici aujourd'hui le professeur Cédric Desfayet, professeur chargé des cours à l'école polytechnique. Cédric a fait ses études à l'école normale supérieure ici à Paris et il a pris son doctorat avec Pierre Binetruy en 2000. Il est après parti aux États-Unis pour un séjour de postdoctoral à NYU. Et en 2002, il est rentré en France pour prendre un poste du CNRS, qu'il a toujours. Et après avoir, je pense, passé une période à l'Institut d'astrophysique à Paris, il est maintenant à l'APC, Astroparticules et Cosmologie à Tolbiac, c'est un nouveau groupe. Et il est aussi associé au CNRS. Cédric Desfayet a donné des contributions très importantes à l'astrophysique, à la physique, si disant, astroparticulaire, des astroparticules, et en particulier, il a travaillé sur des cosmologies non conventionnelles qui utilisent ces idées des possibles dimensions supplémentaires de l'espace. On a vu dans les cours que ces dimensions supplémentaires sortent d'une façon naturelle ou même obligatoire des théories des cordes, mais disons on peut les considérer aussi pour leur propre valeur, si vous voulez, en demande de la théorie des cordes. Donc, il va nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dimensions supplémentaires, quelles sont les prédictions nouvelles qu'il nous donne et aussi quelles sont les cosmologies nouvelles qui peuvent nous amener. Voilà, Cédric, je te laisse la parole. Il s'est tout de suite excusé avec moi, il a eu un petit problème avec son fils cette nuit, donc il est un peu fatigué, mais je suis sûr qu'il va s'en sortir très bien, comme d'habitude. Merci. Oui, bonjour. Oui, je vais essayer de rassembler mes esprits parce que j'ai passé une partie de la nuit aux urgences avec mon fils. Donc, c'est peut-être pas un exercice très trivial pour moi. Donc Gabriele va me surveiller. Donc, je vais vous parler de modèles avec des dimensions supplémentaires d'espace-temps et de modèles qu'on peut appeler aussi univers Bran. Donc, je vais essayer de préciser ce qu'on entend par là. Donc, pour dresser tout de suite un tableau un petit peu général, donc il s'agit de modèles où l'espace-temps usuel avec 3 plus 1 dimension est peut-être considéré d'un point de vue purement, si je parle en termes de théorie des champs, comme une surface, une sorte de voile, si on veut, qui flotte dans un espace-temps plus grand. Donc sur cette surface sont localisés des degrés de liberté qui correspondent typiquement à ceux du modèle standard de la physique des particules. Et l'espace-temps donc tout entier, qu'on appelle en général en bon franglais le bulk, a 4 plus n dimensions supplémentaires. Et ces 4 plus n dimensions supplémentaires sont le lieu d'autres degrés de liberté, typiquement les degrés de liberté du champ gravitationnel, donc qui vivent dans un espace-temps avec 4 plus n dimensions. Donc ce type de modèle a été beaucoup étudié dans les 10 dernières années pour des raisons sur lesquelles je vais revenir par la suite. Et c'est ce que j'appellerai ici les univers Bran. Donc mon exposé se décompose en trois parties. D'abord, j'essaierai d'expliquer pourquoi on s'est intéressé à ces modèles. Ensuite, je parlerai, donc peut-être que là, il y aura un petit recouvrement avec ce que Gabriele a déjà expliqué, je ne sais pas précisément, de la physique des dimensions supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la physique s'il existe des dimensions supplémentaires par rapport aux 3 plus 1 dimension auxquelles on est habitué. Et ensuite, je parlerai
de la phénoménologie, c'est-à-dire quel type de phénomène et quelles contraintes on peut obtenir dans ces modèles. Donc je pense que, je ne sais pas quelle est la tradition, mais je vous encourage à poser des questions au cours de l'exposé. Donc dans un premier temps, pourquoi s'intéresse-t-on à ces modèles d'univers Brane? Donc de façon préliminaire, je souligne que j'utiliserai les unités d'énergie, les unités naturelles de la physique des hautes énergies, où la constante de Planck et la vitesse de la lumière valent 1. Ce qui veut dire que typiquement, on mesure une énergie et une masse dans la même unité. Donc on peut penser à la relation E égale mc2, hein, peut-être la formule la plus célèbre de la physique qui relie une énergie à une masse. Et on voit que si C vaut 1, les deux sont mesurés dans la même unité. Ensuite, on mesure une longueur dans la même unité qu'une énergie moins 1. Donc pour ça, on peut évidemment penser à la relation entre l'énergie d'un photon et sa longueur d'onde, inverse l'une de l'autre, dans les unités où H et C valent 1. Et puis, on mesure une longueur moins 1, donc dans les mêmes unités qu'une masse. Et donc là, c'est évidemment une conséquence des deux premières relations, mais aussi, on peut aussi penser à cette relation-là qui donne la longueur d'onde associée à une particule de masse m, la longueur d'onde de Compton. Donc si on regarde les échelles d'énergie qui interviennent en cosmologie et en astrophysique, on peut, donc dans une échelle ici, vous avez l'énergie ou la température de l'univers typiquement, ou du phénomène considéré. Donc on peut considérer que la cosmologie bien établie et qu'on peut appeler observable décrit ce qui se passe dans l'univers jusqu'à une énergie de l'ordre du méga-électronvolt, qui correspond à la cosmologie jusqu'à la nucléosynthèse primordiale. Donc, dans cette échelle d'énergie, on a évidemment une énergie importante qui est celle associée à l'émission du rayonnement cosmique de fond, de l'ordre du 10 électronvolts, hein, température. Alors c'est un petit peu moins, vous savez, pour des raisons dues au fait qu'il y avait un grand nombre de photons par baryon à cette époque-là. Ensuite, donc à peu près à la même époque, un peu avant le début de l'ère dominée par la matière, et puis la nucléosynthèse primordiale. Donc maintenant, si on regarde des objets astrophysiques, la température au centre du Soleil est à peu près là, et les supernovae sont à peu près ici, la température des supernovae. Donc au-delà de ces énergies-là, évidemment sur Terre, on comprend la physique jusqu'à des énergies de l'ordre du téraélectronvolt. Vous savez évidemment que c'est pour essayer de repousser cette limite, notamment qu'on a construit le LHC, qui correspond, téraélectronvolt, à l'échelle de brisure électrofaible. Et donc, si on regarde en cosmologie, donc tout ce qui se situe au-delà de cette énergie, en gros, est un petit peu spéculatif ou très spéculatif. Et une des théories les plus spéculatives qui décrit l'univers très primordial, c'est la théorie de l'inflation, à laquelle on a une échelle d'énergie associée qui n'est pas clairement définie, mais qui est en général élevée. Et voilà, donc voilà pour le portrait un petit peu des énergies qui interviennent en cosmologie. Donc on va voir que dans les modèles d'univers Brane dont je vais parler, on peut avoir des énergies caractéristiques qui sont assez inférieures à cette barrière qui correspond à la cosmologie observable et donc peut-être des conséquences observables. Donc deux mots sur la physique connue jusqu'au téraélectronvolt. Donc énergie maximum, hein, testée dans les accélérateurs de particules. Donc elle est décrite par une théorie quantique des champs qui décrit de façon quantique donc 3 des 4 interactions fondamentales de la nature dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle standard, donc avec les interactions électrofaibles et l'interaction forte. Et donc à côté de ces 3 interactions reste la gravitation, dont évidemment c'est l'objet, je crois, du cours de Gabriele. On veut avoir une description quantique. Donc pour essayer de deviner ce qui se passe au-delà du téraélectronvolt, on peut distinguer 2 types d'approches. Des approches de type qu'on peut appeler bottom-up, où on part de ce qu'on connaît à basse énergie et on essaie de deviner ce qui se passe à plus haute énergie en essayant d'extrapoler en quelque sorte. Donc il y a 2 ingrédients de ces approches
qui sont considérés comme importants, qui sont la grande unification. Donc l'idée que les trois interactions dont j'ai parlé s'unifieraient à très, très haute énergie, de l'ordre de 10 puissance 16 GeV. Et une autre idée, qui n'est pas d'ailleurs sans relation avec la précédente, c'est la supersymétrie. Donc le fait que les particules bosoniques ont tout un partenaire fermionique et réciproquement. Et puis un autre type d'approche finalement vise de façon un peu schématique à répondre à des questions plus abstraites en quelque sorte et ensuite essayer d'en tirer des conséquences observables éventuellement. Donc parmi ces questions abstraites, évidemment la question de la quantification de la gravitation et celle qui est abordée par la théorie des cordes. Donc à cette quantification de la gravitation est associée une échelle qui est la masse de Planck, donc qui est encore plus élevée que cette échelle de grande unification. Donc on peut dériver de différentes façons, mais si on veut une dérivation très simple avec les mains, on peut l'obtenir en se posant la question de la masse d'une particule dont le rayon de Schwarzschild, donc ça c'est si on considère une particule ponctuelle de masse petit m et qu'on décrit cette particule de façon classique, on peut la décrire comme ayant un rayon de Schwarzschild qui est le rayon du trou noir entourant une particule de masse m. Et donc ce rayon de Schwarzschild est égal à sa longueur de Compton, donc une description quantique, pour une particule de la masse égale à la masse de Planck. Donc ces deux descriptions-là, on voit évidemment, elles aboutissent à une contradiction ou quelque chose, ou à une situation où on aimerait avoir une description unifiée à cette masse de Planck. Donc, une des approches évidemment qui est considérée comme la plus intéressante pour réaliser cette quantification de la gravitation, c'est la théorie des cordes ou la théorie M, dont Gabriele évidemment est l'un des pionniers et qui, à basse énergie, a le bon goût d'incorporer des ingrédients comme la grande unification ou la supersymétrie de façon naturelle. Donc la théorie des cordes, en deux mots, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, mais elle décrit évidemment des objets qui sont unidimensionnels, donc des cordes qui peuvent être soit fermées, soit ouvertes, et qui se déplacent dans un espace avec typiquement plus que 4 dimensions ou 3 plus une dimension. Donc c'est ce que représente ce petit dessin. Là, vous avez x, a, c'est les coordonnées de la corde dans un espace avec des dimensions. Et on peut écrire une action relativiste pour ces cordes. Donc ça, c'est l'action la plus simple qu'on puisse écrire. Et donc on voit, donc après, évidemment, il s'agit de quantifier cette théorie, etc. Donc c'est toute une chose une démarche qui n'est pas simple, mais à ce niveau-là, on peut remarquer qu'il y a deux ingrédients qui vont jouer un rôle par la suite. Il y a d'une part la tension de la corde, donc qui est une échelle dimensionnée comme une masse au carré. Et puis le deuxième ingrédient, donc ça c'est l'échelle dimensionnée associée aux cordes. Et le deuxième ingrédient, ce sont les dimensions supplémentaires d'espace-temps. Donc typiquement, on s'attend à ce que l'espace-temps, si la théorie des cordes est correcte, ait 10 ou 11 dimensions de façon un peu schématique à nouveau. Donc on peut associer à ces dimensions une échelle correspondant à leur taille. Donc je vais revenir sur ce qu'on entend par là exactement, mais c'est un rayon, si vous voulez, que je noterai ici R avec un indice n qui indique le nombre de dimensions supplémentaires. Donc le nombre total de dimensions pour les supercordes valant 10 ou 11. Donc dans l'approche traditionnelle, disons, qui a été suivie pour faire de la phénoménologie des cordes, donc pour essayer d'appliquer les théories de cordes au monde réel jusqu'à il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Ces deux échelles dimensionnées, donc la tension des cordes et le rayon des dimensions supplémentaires, étaient en général envisagées comme étant très élevées en termes d'énergie, donc aussi élevées, voire plus élevées, sans faire de distinguo, que la masse de grande unification. Et à basse énergie, devant ces échelles-là, en fait, la théorie effective de ces théories de cordes était une théorie des champs supersymétrique avec, par exemple, grande unification
Et pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la théorie des cordes a des ingrédients naturels pour faire la grande unification, par exemple des groupes de symétrie qui, pour certains, comme le groupe ici E6, qu'on trouve naturellement dans certaines théories de cordes, permettent de faire de la grande unification de façon, je ne dis pas simple, mais enfin, c'est possible en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe à basse énergie devant ces échelles-là, mais pour nous, c'est toujours quelque chose qui se passe à très haute énergie, hein, au-delà du TeV typiquement, sachant qu'à plus basse énergie, sous le TeV, on doit retrouver quelque chose qui ressemble, enfin, idéalement, qui est le modèle standard de la physique des particules. Et donc il y a évidemment des questions qui sont pour certaines sans réponse, qui est comment passer de cette description à très haute énergie au modèle standard. Donc cette approche où les échelles d'énergie associées aux théories de cordes sont très hautes a été un petit peu bouleversée par des développements que certains ont appelé la révolution des dualités, et donc qui sont au fondement un petit peu des modèles dont je vais parler aujourd'hui. Donc voilà l'image qu'on avait finalement avant cette révolution des dualités. On avait construit un certain nombre de théories, 5 théories différentes de cordes, et on a découvert en fait que ces théories étaient reliées, je pense que peut-être Gabriele l'a évoqué déjà, par des symétries de différents types, donc qui sont indiquées par ces flèches là, je ne vais pas entrer dans les détails. Et on a découvert aussi un 6e coin de ce diagramme, qui est une théorie qui vit dans un espace à 11 dimensions. Donc je vais expliquer un peu ce morceau-là plus en détail. Et donc l'image qui a émergé de tout ça, c'est que ces différentes théories de cordes qui auparavant apparaissaient séparées les unes des autres, ainsi que ce 6e coin, seraient les limites, différentes descriptions de la même théorie sous-jacente qui reste à définir précisément, que les gens appellent en général théorie M. Donc seraient des limites de cette théorie M dans différentes situations. Donc le M de théorie M n'a pas une étymologie très claire. Parfois les gens disent que ça fait référence à murky ou à mysterious. Voilà. Donc je voudrais parler un peu plus de cette théorie à 11 dimensions. Donc c'est une théorie qui est une théorie quantique, mais qui est compliquée, mais on peut la décrire à une énergie un peu plus basse que, disons, l'énergie typique de cette théorie, comme une théorie des champs qu'on appelle la supergravité de Horjala-Witten, donc dans laquelle donc il y a toujours 10 dimensions, mais en plus de ces dimensions, une 11e dimension a la forme, enfin on peut la penser comme un intervalle. Donc aux extrémités de ces intervalles sont localisés donc, des hyperplans qui sont 10-dimensionnels, et sur lesquels, et c'est l'aspect important pour nous aujourd'hui, sur lesquels sont localisés des degrés de liberté à nouveau. Donc il y a ces champs E8 là, qui vivent uniquement aux extrémités de ces intervalles, donc ils ne vivent pas dans les 11 dimensions. Et puis, donc, à cet intervalle est associée une longueur, R11, qui est la taille de l'intervalle. Donc si on regarde un peu plus précisément cette construction-là, on peut se convaincre, en tout cas si on essaie de faire les choses à minima, que donc, il y a une petite hiérarchie entre le rayon associé aux 6 des 10 dimensions qui doivent être recourbées sur elles-mêmes. Donc vous avez 10 dimensions ici, donc 6 doivent être recourbées sur elles-mêmes, avoir une taille caractéristique R6, et donc un rayon caractéristique R6, et ce rayon caractéristique R6 est plus petit, un petit peu plus petit que R11, ici, qui est le rayon de la 11e dimension. Donc, ce qui veut dire, comme on va le voir plus précisément par la suite, qu'à une énergie intermédiaire entre ces deux échelles de longueur, enfin ici d'énergie, hein, j'ai pris des longueurs -1, à une énergie intermédiaire ici, en fait, on peut remplacer les hyperplans 10-dimensionnels par des hyperplans quadridimensionnels et avoir donc une description avec 5 dimensions de cette théorie, dans lesquelles, à nouveau, aux extrêmes, donc on a 4 dimensions standards, qui sont les 4 dimensions, disons,
auquel on serait habitué dans la vie de tous les jours, plus une cinquième dimension qui serait à nouveau la forme d'un intervalle. Et on aurait les degrés de liberté qui vivaient sur les hyperplans dits dimensionnels donnent naissance à des degrés de liberté. Le pointeur ne marche pas très bien, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Voilà, donc avec des degrés de liberté qui vivraient aux extrémités de cet intervalle, donc qui serait par exemple d'un côté le modèle standard, la physique des particules, de l'autre côté, ça pourrait être quelque chose qui peut être utilisé pour faire la matière sombre. Donc la théorie effective est donc une théorie 5-dimensionnelle avec deux branes, entre guillemets, donc deux hypersurfaces habitées, qui sont des hypersurfaces quadridimensionnelles, habitées par de la matière et plongées dans un bulk, dans un espace-temps 5-dimensionnel. Donc plus généralement, dans cette révolution des dualités, on a découvert de nouveaux objets qu'on appelle les D-branes. Donc le D ici fait référence à Dirichlet et au fait que ces objets sont définis par le fait que des cordes ouvertes peuvent s'y attacher et y rester attachées. Et cette propriété donne naissance dans la théorie effective à la possibilité d'avoir des degrés de liberté de la matière localisés sur ces D-branes. Donc on voit apparaître cette image en termes d'univers brane, donc des surfaces sur lesquelles vivent des degrés de liberté et plongées dans un espace-temps plus grand. Donc un des problèmes de la théorie des cordes, évidemment, c'est que certains voient comme une vertu maintenant, c'est que cette théorie donne beaucoup de constructions possibles et d'univers possibles, en quelque sorte, qui sont cohérents d'un point de vue physique, sans qu'on sache vraiment si d'ailleurs il y en a un seul qui correspond vraiment au monde dans lequel on vit. Et ça, on l'obtient en faisant varier finalement les paramètres en quelque sorte de la théorie, dont la tension des cordes, M, qui est associée à cette échelle d'énergie M cordes, mais aussi les façons de compactifier la théorie, etc. Et donc, les modèles dont je parle aujourd'hui correspondent à un de ces possibles. Ce n'est pas du tout une réponse unique. La théorie des cordes ne dit pas l'univers doit être comme ça, mais ça correspond à, si vous voulez, un coin de possibles permis par la théorie des cordes et qui a certaines vertus phénoménologiques. Donc, pour résumer, ce possible-là, dont je vais parler plus longuement, vous avez, donc, je répète, l'idée c'est qu'on a 4 dimensions d'espace-temps correspondant aux 4 dimensions usuelles dans lesquelles on vit, sur lesquelles sont localisés des degrés de liberté qui correspondent à ceux du modèle standard de la physique des particules, et puis un certain nombre de dimensions supplémentaires dans lesquelles, qui sont dynamiques, qui sont associées à des champs, en particulier le champ gravitationnel, et puis une échelle d'énergie associée à la théorie sous-jacente, qui est soit la tension des cordes, soit, si on pense en termes de théorie des champs, simplement une échelle de Planck, mais de la théorie à 4 plus n dimensions. Voilà, donc j'ai fini cette première partie, donc je vais passer maintenant à la deuxième partie, sauf si vous avez des questions précises sur cette première partie, je ne sais pas. Oui, voilà, oui. Une des théories hétérotiques. Il y en a deux. D'autres questions? Donc maintenant, je vais un petit peu oublier la théorie des cordes, et ce qui est une chose qui a été faite par les chercheurs qui ont proposé ces modèles dont je vais parler, où ils ont vraiment extrait en fait, de la théorie des cordes l'idée de ces dimensions supplémentaires et l'idée qu'elles pouvaient être grandes, comme on va le voir, et pour essayer de faire de la physique en termes de théorie des champs, et comme l'a dit aussi Gabriele tout à l'heure, donc on peut justifier ces modèles à la fois par le fait qu'ils sont liés à la théorie des cordes et l'un de ces possibles de la théorie des cordes, mais aussi simplement en eux-mêmes, ils ont différentes vertus, et c'est une direction qui a été aussi suivie par les chercheurs, c'est-à-dire sans systématiquement penser, essayer de dériver ces modèles à la théorie des cordes. Ils ont utilisé ces idées pour essayer de résoudre différents problèmes. Donc je vais parler maintenant de ça sans faire référence vraiment à la théorie des cordes en termes de théorie des champs. Et donc je parlerai, l'objectif essentiellement de cette partie, c'est de discuter un petit peu, présenter différents modèles qui ont été proposés,
et discuter de la question simple finalement qui est s'il existe des dimensions supplémentaires, pourquoi on ne les voit pas, en gros, dans la vie de tous les jours. Donc, commençons par un exemple simple tiré de l'électromagnétisme. Donc, si je regarde les équations de Maxwell et que je regarde un cas statique, je peux en tirer l'équation de Poisson qui relie le potentiel électrostatique à la densité de charge électromagnétique, électrique en l'occurrence. Et je peux également constater que cette équation de Poisson, évidemment, est la même équation à laquelle obéit le potentiel newtonien d'un champ gravitationnel avec une densité de masse ρm. Donc cette équation permet de façon standard de calculer la force F1,2 qui s'exerce entre deux charges ou masses ponctuelles par le théorème de Gauss. Ce qu'on constate, c'est qu'on peut faire le même calcul dans un espace de dimension arbitraire, évidemment. Et donc, par ce théorème de Gauss, on constate que la force entre deux masses ponctuelles ou charges ponctuelles est inversement proportionnelle à la surface d'une sphère centrée sur l'une des deux masses. Donc ça, c'est vrai dans tout espace de dimension quelconque. Donc on voit que simplement le fait que la loi de Newton varie en 1 sur r carré nous dit que nous vivons dans un espace avec 3 dimensions d'espace. Et donc dans un espace avec d dimensions au total, on a une loi en 1 sur r puissance d-2, donc grand D étant ici le nombre total de dimensions, donc incluant le temps, donc le nombre de dimensions spatiales étant d-1. Donc ça, c'est une première réponse à la question, finalement, comment on sait qu'on vit dans un espace à 3 dimensions. On sait notamment parce que la loi de Newton, enfin, la force gravitationnelle, varie en 1 sur r carré. Donc, de façon amusante, on peut souligner que, je crois que c'est une remarque qui a été pour la première fois faite par Ehrenfest, que cette loi en 1 sur r carré est la seule loi qui permet d'avoir des orbites de planètes stables. Si vous essayez de faire des orbites stables avec des lois, par exemple d'un espace avec plus que 3 dimensions d'espace, vous avez des orbites instables. Donc c'est aussi un argument pour dire qu'on vit dans un espace à 3 dimensions. Il y a d'autres arguments qui sont aussi amusants. On peut penser aussi aux solides platoniciens. On sait qu'il y a 5 solides platoniciens, et ça c'est une propriété qui est propre à un espace à 3 dimensions. Donc si on revient à notre loi gravitationnelle, là, on peut constater aussi que cette loi a une portée infinie, c'est-à-dire que ce qu'on entend par là, c'est que c'est une loi de puissance. Et on verra tout à l'heure comment les choses sont modifiées dans un cas un peu différent. Et donc le nombre de dimensions de l'espace-temps est codé dans la façon dont F1,2 varie avec la distance, comme je l'ai dit. Donc au niveau quantique ou particulaire, on sait que la force électromagnétique est décrite par un échange de photons qui a une masse nulle. Et cette masse nulle est reliée justement à la portée infinie de la force électromagnétique. Et c'est la même chose pour la gravitation qui est transportée par pour l'instant hypothétiquement, un hypothétique qui n'a pas été détecté, graviton de masse nulle. Donc évidemment la version classique de ces gravitons, ce sont les ondes gravitationnelles qui sont à la gravitation, ce que les ondes électromagnétiques sont aux photons. Donc maintenant, faisons une petite parenthèse, demandons-nous comment varierait cette description quand on a une particule massive donc qui transporte une interaction et qui a une masse. Donc on obtient l'équation, à la place de l'équation de Poisson, on obtient l'équation qu'on appelle parfois Helmholtz modifiée. Donc la différence, c'est ce terme-là, vous voyez, qui est inversement proportionnel à la longueur d'onde de Compton de la particule. Comme conséquence, le potentiel n'est plus un potentiel en loi de puissance, mais il y a une coupure exponentielle dont la longueur de coupure est associée et donnée par la longueur d'onde de Compton de la particule. Donc je dis ça parce que ça joue un rôle par la suite.
Et c'est une force qu'on appelle en général le portée finie à cause de cette coupure exponentielle qui, évidemment, coupe la décroissance polynomiale. Donc c'est ce qu'il faut retenir par la suite. C'est d'un côté, vous avez l'équation de Poisson associée à une particule de masse nulle, de l'autre côté, l'équation de Helmholtz modifiée associée à une particule de masse non nulle. Donc cette simple description en fait, permet de comprendre une idée qui est toujours utilisée notamment en théorie des cordes, mais aussi dans les modèles dont je vais parler maintenant en termes de théorie des champs, et qui est une idée due à Kaluza et Klein, qui ont, non pas pour la première fois, mais en tout cas leur nom est associé à cette idée qu'il peut avoir des dimensions supplémentaires d'espace-temps dans le cadre d'une théorie des champs, et qui ont expliqué pourquoi ces dimensions, si elles existent, peuvent nous avoir échappé dans les années 20, très peu de temps après la relativité générale. Donc, il y a eu un modèle précédent de Nordström avec ce type d'idée. Donc l'idée, c'est que les dimensions qui sont supplémentaires peuvent nous échapper, nous avoir échappé si elles sont compactes, comme on verra plus précisément. Donc qu'est-ce que c'est qu'une dimension compacte? C'est une dimension dont on peut faire le tour, en gros. Donc un exemple très simple, c'est la surface d'un cylindre à 2 dimensions. Donc vous avez la longueur, le long de l'axe du cylindre qui est une dimension qui n'est pas compacte, sauf si vous refermez votre cylindre aux 2 extrémités, là, ici et là. Mais si vous imaginez un cylindre infiniment long, c'est une dimension qui n'est pas compacte. Et par contre, la dimension qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre, c'est la topologie d'un cercle, vous pouvez en faire le tour. Et donc, elle a un rayon, cette dimension, qui est typiquement, que je note ici, R1. Donc, une autre façon de faire des dimensions compactes et de fabriquer un cylindre, c'est d'identifier des lieux dans un espace, dans des dimensions non compactes. Donc, évidemment, on fabrique un cylindre en prenant une feuille de papier et en identifiant les 2 bords. Donc, c'est ce que représente ce petit dessin. Vous identifiez B et B' et vous obtenez un cylindre. Donc, qu'est-ce que c'est que le mécanisme de Kaluza-Klein? Et donc, imaginons qu'on vive à la surface d'un cylindre. Donc, d'abord de façon imagée et ensuite de façon plus mathématique. Si on vit à la surface d'un cylindre à 2 dimensions, comme une fourmi par exemple, et si on est une fourmi et qu'on a une taille qui est petite par rapport à la circonférence du cylindre ou le rayon du cylindre, et ça veut dire qu'on peut essentiellement localiser, on peut mesurer notre position avec une précision meilleure que la circonférence du cylindre. Et donc, on peut savoir qu'on est dans un espace à 2 dimensions, ici, à la surface du cylindre. Si par contre, on vit à la surface du même espace, mais qu'on est plus grand qu'une fourmi, comme un funambule, eh bien, on ne peut pas vraiment apprécier, sauf ici à se mettre en grand danger, le fait qu'on vit dans un espace à 2 dimensions, on est contraint à se déplacer le long de la grande dimension du cylindre. Donc ça, c'est le mécanisme de Kaluza-Klein avec les mains, en gros. Voyons les choses un peu plus précisément maintenant. Nous considérons un champ phi qui vit dans un espace avec 4 dimensions spatiales. Donc, c'est-à-dire qu'on a une dimension spatiale de plus que les 3 auxquelles nous sommes habitués. Donc, on a aussi le temps. Et supposons que la 4e dimension soit compacte. Donc, comme dans un cylindre. Donc, maintenant, il faut imaginer un cylindre avec 3 grandes dimensions. 3 grandes dimensions, plus le temps. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour ce pointeur, parce qu'il marche très très mal. Il faut que j'appuie vraiment. Donc il y a le temps en plus. Et puis on imagine une dimension supplémentaire compacte, refermée sur elle-même. Donc phi, typiquement, obéit dans le cas statique à une équation de Poisson quadridimensionnelle, donc qui s'écrit comme ceci, delta phi égale les sources.
Et donc, ici, j'ai noté x, y, z, les coordonnées, disons, des 3 dimensions usuelles, et w, la coordonnée de la 4e dimension spatiale. Et G5 est la constante de Newton de la théorie à 5 dimensions, puisque c'est une équation, ça, qui est dans la théorie à 5 dimensions. Donc si maintenant je suppose que la dimension paramétrisée par W est compacte, bien, en vertu de cette identité avec l'identification dont j'ai parlé tout à l'heure, on doit demander que phi est périodique de période 2π r suivant la coordonnée W. Et donc on peut décomposer phi en série de Fourier en écrivant que phi c'est une somme de modes de Fourier. Donc les coefficients de ce mode de Fourier sont des phi k qui dépendent de x, y, z, donc des trois dimensions qui sont non compactes. Et puis ici vous avez l'exponentielle usuelle complexe. Et maintenant, insérons cette décomposition dans l'équation de Poisson 5-dimensionnelle. On obtient cette équation-là. Donc on a toujours ici le Laplacien tridimensionnel. Et puis on a ici un terme qui vient et qui est appliqué cette fois-ci au chaque coefficient du mode de Fourier. Et puis ici on a un terme qui vient de l'exponentielle ici, qui est une constante fois phi k. Et donc ça, c'est égal à, disons, au mode de Fourier k de la densité de charge ou de masse. Et donc ce qu'on constate, c'est que cette équation-là, c'est l'équation de Helmholtz modifiée de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est chaque phi k obéit à la même équation qu'un champ massif de longueur d'onde de Compton R sur K. Donc ce qu'on voit là, c'est que chacun des phi k peut être considéré comme un champ vivant dans un espace à cette fois-ci 3 plus une dimension, donc 3 dimensions d'espace et le temps, mais chaque phi k a une masse donnée par K sur R. Donc, en conclusion, donc, si on regarde un champ dans un espace à 4 plus une dimension, donc évidemment on peut rendre cette démonstration beaucoup plus rigoureuse. On peut le voir comme une collection de champs, une collection infinie de champs massifs, vivant chacun dans un espace à 3 plus une dimension. Donc c'est ce qu'on appelle les états de Kaluza-Klein ou des modes Kaluza-Klein. Et donc vous avez une tour de ces modes avec un mode de masse nulle qui correspond au cas où le champ n'a aucune dépendance dans la dimension supplémentaire, et puis après une série de modes massifs dont les masses sont quantifiées en unités de 1 sur R, où R est la dimension de la dimension supplémentaire recourbée sur elle-même. Donc maintenant, si on fait une expérience, cette théorie a des énergies très inférieures à la masse du premier état de Kaluza-Klein, eh bien, on n'a pas assez d'énergie pour fabriquer ces états massifs, et donc ce qu'on voit essentiellement, c'est le mode de masse nulle, c'est-à-dire un seul champ qui vit dans un espace à 3 plus une dimension. Et donc la dimension supplémentaire est invisible à basse énergie. Donc c'est l'analogue un peu plus rigoureux de ce que j'ai raconté tout à l'heure avec la fourmi et le funambule. Donc si vous êtes un funambule, vous n'avez pas assez d'énergie pour fabriquer ces états de Kaluza-Klein et vous apercevoir que vous êtes dans un espace avec une dimension de plus. Donc cette conclusion vaut aussi, on peut l'atteindre par un autre moyen pour la gravitation. Donc si on regarde le potentiel gravitationnel donc de deux masses ponctuelles, une rouge et une jaune, placées à la surface d'un cylindre à nouveau, 4 plus 1 dimensionnel, on s'aperçoit que si ces masses sont séparées d'une distance petit r qui est petite devant le rayon de la dimension supplémentaire, le potentiel est en 1 sur r carré, c'est-à-dire c'est un potentiel d'une théorie à 5 dimensions. Et si on écarte maintenant ces masses d'une distance petit r grande devant grand R, on retombe sur la loi usuelle quadridimensionnelle avec un potentiel en 1 sur R. Et en plus, on voit ici apparaître une constante qui est G5 sur R. Donc G5, c'est la constante de Newton de la théorie à 5 dimensions. Et ici, ce G5 est remplacé par G5 sur grand R. Donc on peut trouver, comme on va le voir, par un calcul, mais aussi pour des raisons simplement dimensionnelles. Et donc cet objet-là, c'est ce qu'on appelle, nous, la constante de Newton à 4 dimensions. Voilà.
Donc on a une relation entre la constante de Newton à 4 dimensions, G Newton, la constante de Newton à 5 dimensions et le rayon de la dimension supplémentaire. Et la dimension supplémentaire apparaît comme une modification de la force gravitationnelle, modification à petite distance devant le rayon de la dimension supplémentaire. Donc on peut faire le même raisonnement, enfin aboutir à la même conclusion, en traitant le problème en termes de mode de Kaluza-Klein du graviton. Donc pour ça, on utilise le raisonnement usuel, c'est-à-dire qu'on décompose la métrique de l'espace à 5 dimensions. Donc il y a une dépendance dans les 4 coordonnées usuelles plus y, que j'avais donné tout à l'heure, w, je crois, la coordonnée suivant la dimension supplémentaire. Donc supposons que cette métrique est à peu près localement plate et faisons une expansion au voisinage de cette métrique. Donc de façon... je voudrais juste souligner une chose, c'est qu'un cylindre, même s'il nous apparaît de façon usuelle comme un espace courbe, en fait est un espace qui est plat. Si vous tracez un triangle à la surface du cylindre, la somme des angles fait 180 degrés. Vous n'avez pas besoin de couper la feuille pour fabriquer un cylindre. Et donc localement, la métrique, on est tout à fait fondé à avoir une métrique plate, en plus du fait que c'est de toute façon le cas si on est dans un volume suffisamment petit dans un espace courbe. Donc écrivons la métrique du cylindre comme état mu plus h mu. Et ce h mu sera ce qu'on va appeler le graviton. Donc décomposons maintenant ce graviton en mode de Fourier, comme tout à l'heure. Donc on trouve, comme tout à l'heure, on trouve une tour de graviton de Kaluza-Klein qui comprend un graviton typiquement de masse nulle. Alors là, le pointeur a rendu là. Comment ? Je vais essayer de montrer avec ma flèche. Voilà. Donc on a un graviton de masse nulle et puis une tour de graviton massif de Kaluza-Klein qui permet, et cette décomposition permet de calculer le potentiel entre deux masses ponctuelles, à nouveau, comme tout à l'heure. Donc il suffit d'écrire que ce potentiel est égal à la somme des contributions de chaque graviton, donc du graviton de masse nulle qu'on obtient ici avec k égale 0, et puis de tous les gravitons massifs. Et chacun de ces gravitons massifs donne un potentiel de type Yukawa, donc avec une coupure ici exponentielle. Donc je vous rappelle que mk, c'est la masse du kème graviton de Kaluza-Klein, donc qui varie comme k sur r, où k est un entier. Et donc on voit qu'il y a deux situations différentes. Si on est dans la situation où petit r est très grand devant grand R, alors toutes les exponentielles là sont très petites, et seul le mode de masse nulle contribue à cette somme, typiquement. Donc on trouve un potentiel en 1 sur R, c'est-à-dire le potentiel gravitationnel est complètement dominé par la contribution du mode de masse nulle. Donc ça, c'est ce qui se passe donc, à grande distance, petit r, devant le rayon grand R de la dimension supplémentaire. Donc maintenant, si on rapproche les masses, eh bien, les modes qui contribuent à cette somme sont ceux tels que l'exponentielle vaut à peu près 1, c'est-à-dire ceux tels que mk petit r soit très petit devant 1. Donc ça donne une contrainte sur petit k, l'entier associé au mode de Kaluza-Klein, qui est que petit k doit être plus petit que grand R sur petit r. Et donc, en première approximation, je peux approximer cette somme par grand R sur petit r fois la contribution ici Gn, M jaune, M rouge sur R. Donc, c'est ce que représente ce résultat-là. Et donc là, on voit apparaître un potentiel en 1 sur R carré. Donc, c'est le potentiel 5-dimensionnel. Et puis, on lit aussi directement là la constante de Newton à 5 dimensions, qui vaut grand R fois G Newton à 4 dimensions. Donc c'est le résultat que j'ai annoncé tout à l'heure, démontré avec les modes de Kaluza-Klein. Donc ça se généralise complètement avec n dimensions supplémentaires. Donc la constante si on a n dimensions supplémentaires compactes, eh bien on a des déviations de la loi gravitationnelle sur des distances plus petites que le rayon des n dimensions compactes. Et puis on a une relation entre la constante de Newton quadridimensionnelle, donc qui nous apparaît à grande distance, et la constante de Newton de la théorie sous-jacente à 4 plus n dimensions, qui est cette relation-là, qui serait écrite en termes de masse de Planck carré, proportionnelle à
Rn fois m4 plus n à la puissance 2 plus n. Donc ça, c'est la masse de Planck de la théorie à 4 plus n dimensions. Donc en résumé, le mécanisme de Kaluza-Klein permet l'existence de dimensions supplémentaires invisibles, accessibles à un certain champ phi, si premièrement ces dimensions sont compactes, et deuxièmement, leur taille est très inférieure à l'échelle de distance la plus petite à laquelle on a testé expérimentalement la théorie du champ phi. Alors, on peut se demander maintenant, d'un point de vue expérimental, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est assez simple. Pour le modèle standard de la physique des particules, typiquement, on a testé la théorie jusqu'à des énergies de l'ordre du TeV. Et donc, s'il existe des dimensions supplémentaires accessibles au champ du modèle standard, ces dimensions supplémentaires doivent avoir une taille grand R plus petite que quelque chose de l'ordre du TeV, moins 1. Alors que pour la gravitation, les choses sont très différentes parce que, en fait, on connaît assez mal la gravitation à petite distance comparée à ce qu'on connaît du modèle standard de la physique des particules, essentiellement parce que la gravitation est une force qui est très faible, et quand vous essayez de mesurer la force gravitationnelle à petite distance, par exemple en rapprochant des masses, vous allez voir des tas d'autres forces que la force gravitationnelle, les forces de Van der Waals et tout ça, qu'il s'agit d'écranter, si vous voulez, mesurer vraiment la composante gravitationnelle. Et donc pour la gravitation, on connaît la gravitation, enfin on a des contraintes en termes de... Il y a deux choses, évidemment, il y a la modification qu'on peut apporter à la gravitation et la distance à laquelle cette modification entre en jeu. Donc si on se restreint à des modifications qui sont de l'ordre, en termes d'ordre de grandeur, de la force gravitationnelle elle-même, on sait que ces modifications ne sont pas importantes à des distances plus grandes qu'une fraction de millimètres. Donc c'est peut-être, mon transparent date peut-être un petit peu, mais bon, il faut retenir cet ordre de grandeur. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, d'un point de vue expérimental, il y a une différence entre ces deux nombres, qu'on peut appeler une hiérarchie. Et cette hiérarchie, qui est purement, pour l'instant, de nature expérimentale pour nous, a été exploitée par certains pour essayer d'expliquer une autre hiérarchie, qu'on appelle souvent la hiérarchie de jauge, entre deux échelles caractéristiques de la nature, apparemment, qui sont l'échelle de Planck, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'échelle de la brisure électrofaible, de l'ordre du TeV. Donc un problème est d'expliquer pourquoi, si par exemple il y a une seule échelle sous-jacente dans la nature, pourquoi ces deux échelles existent pour nous. Donc parlons un petit peu des échelles d'énergie justement en physique des hautes énergies. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez une physique qui est bien comprise sous l'échelle du téraélectronvolt et au-delà, des choses plus spéculatives, grande unification ou gravité quantique. Et donc cette différence entre, d'un côté, l'échelle de gravité quantique et puis l'échelle électrofaible. Donc dans l'approche la plus communément suivie jusqu'à il y a une douzaine d'années par la théorie des cordes, en tout cas quand on essayait de faire de la phénoménologie, taille des dimensions supplémentaires et tension des cordes étaient pensées comme très, très hautes en termes d'énergie. Et dans ces modèles d'univers Brane, au contraire, eh bien, ce n'est plus le cas. On peut avoir des modèles où la tension des cordes élémentaires, et donc l'échelle associée à la gravité quantique, est aussi basse que le téraélectronvolt. Et puis, la taille des dimensions supplémentaires, elle, peut être très grande, macroscopiquement grande presque pour nous, de l'ordre d'une fraction de millimètre. Et donc, un des arguments qui a été proposé pour considérer ces modèles a été d'essayer de résoudre ce problème de hiérarchie de jauge. Vous voyez, dans cette construction-là, vous n'avez plus de différence entre l'échelle de brisure électrofaible et l'échelle de gravité quantique. Et donc, vous avez fait ça au prix, par contre, de l'introduction d'une autre échelle, qui est la taille des dimensions supplémentaires. Donc, dont il s'agit d'expliquer maintenant pourquoi elle est différente, évidemment, du téraélectronvolt. Alors, donc, si on prend cette idée au sérieux, eh bien, on s'attend à voir des choses intéressantes en cosmologie aussi. Donc, si on reprend notre diagramme de tout à l'heure, puisqu'on voit que aussi bien la tension des cordes élémentaires ou l'échelle de gravité quantique que la taille des dimensions supplémentaires
sont dans un domaine où on pense assez bien comprendre la cosmologie. Donc cette construction est rendue possible précisément par ces modèles d'univers Brane, parce que vous voyez que comme l'idée c'est dans ces modèles d'univers Brane, vous localisez les champs du modèle standard sur un sous-espace de l'espace ambiant à 4 plus n dimensions, eh bien vous pouvez facilement être en accord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les champs du modèle standard, ils ne voient que les dimensions supplémentaires qui sont parallèles au volume de la Brane, donc c'est des dimensions qui peuvent être toutes petites, qui doivent être toutes petites d'ailleurs, qui doivent avoir une taille plus petite que le téraélectronvolt. Et quant à la gravitation, elle vit dans l'espace tout entier, et donc elle va voir en particulier les dimensions qui sont perpendiculaires à la Brane et qui, elles, peuvent être aussi grandes que des fractions de millimètres. Donc c'est cette asymétrie entre, d'un côté, les champs du modèle standard et la gravitation qui vous permet d'avoir ces scénarios où les dimensions supplémentaires peuvent être grandes. Donc la seule condition, c'est qu'elles ne soient vues que par la gravitation ou des champs tels que les champs gravitationnels. Donc, d'une façon générale, vous avez dans ces modèles-là, donc en termes de théorie des champs, les gens qui ont proposé ça, les premiers sont Arkady Hamed, Dimopoulos et Dvalli, donc qui ont utilisé vraiment des idées de théorie des cordes. Donc là, vous avez l'idée que vous avez le modèle standard localisé sur une Brane quadridimensionnelle, n dimensions supplémentaires, avec des états de Kaluza-Klein du graviton notamment, et puis cette relation que j'ai montrée tout à l'heure déjà entre la masse de Planck quadridimensionnelle, la masse de Planck 4 plus n dimensionnelle et le rayon des n dimensions supplémentaires. Donc si vous mettez des valeurs numériques dans cette relation, et supposez que la masse de Planck 4 plus n dimensionnelle vaut le téraélectronvolt, donc dans l'idée que vous voulez vous débarrasser du problème de hiérarchie de jauge, et aussi dans l'idée que en fait, vous pouvez guère faire mieux, parce que si vous abaissez encore plus l'échelle de gravité quantique, vous allez avoir des corrections typiquement dans le modèle standard qu'on sait ne pas exister jusqu'au téraélectronvolt à peu près. Donc si vous faites ce jeu, vous trouvez que si vous supposez qu'il y a une seule dimension supplémentaire, ça ne marche pas, parce que vous trouvez une dimension supplémentaire qui est très grande, enfin qui est beaucoup plus grande que cette pièce en tout cas par exemple, et donc vous auriez des modifications de la loi de gravité observables sur ces échelles de longueur-là, ce qui n'est pas observé. Donc, par contre, si vous avez 2 ou plus que 2 dimensions supplémentaires, vous trouvez une échelle de distance qui devient compatible avec ce qu'on sait de la gravitation à petite distance. Et ça se traduit en termes de masse de Kaluza-Klein, vous voyez, par des masses de Kaluza-Klein qui sont très très légères comparées donc aux échelles d'énergie de la physique des hautes énergies. Donc ça, c'est la masse du premier état de Kaluza-Klein. Et donc vous avez une tour d'état de Kaluza-Klein qui ont un espacement typique associé à cette masse-là. Et donc, dans ces modèles-là, vous avez une modification de la gravitation à des distances qui sont presque macroscopiques. Donc ça, c'est une première façon de penser contrainte ces modèles. Et une deuxième façon, c'est de voir quelle est la conséquence d'avoir des états de Kaluza-Klein très très légers comme ça dans les processus énergétiques comme les accélérateurs ou les choses qu'on va voir par la suite. Donc, ce que je vous ai présenté pour l'instant correspond à des modèles avec des dimensions supplémentaires compactes. Donc qu'on peut penser vraiment comme des dimensions d'un cylindre. Alors en théorie des cordes, c'est des choses plus compliquées, mais en gros, c'est la même chose pour ce que j'ai dit là. Ensuite, les gens ont introduit des variations sur le même thème, certaines qui ne sont pas que de simples variations, qui conduisent à vraiment des nouveaux effets. Alors, une variation qui a eu beaucoup de succès, qui est due en termes de théorie des champs à Randall et Sundrum, c'est le cas où la dimension supplémentaire, au lieu d'être compacte, est voilée, c'est-à-dire que c'est ce que représente ce diagramme, donc, qui est, dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, l'idée, c'est que l'espace-temps tout entier est un espace qu'on appelle anti-de Sitter, donc un espace avec symétrie maximale et une constante cosmologique négative. Et on peut, dans cet espace, avoir une Brane et une métrique qui est
voilée comme ça. Donc il y a un facteur de décroissance exponentielle et qui n'est pas compact. C'est-à-dire que cet espace continue jusqu'à l'infini en quelque sorte. Alors je triche un petit peu en disant ça parce qu'en fait, cette théorie-là a beaucoup de propriétés voisines avec celle d'un espace compact. Mais bon, il y a ces deux types d'approches, disons, qui existent. Donc le premier type d'approche, dimension supplémentaire compacte, est lié à la théorie des cordes. On peut voir vraiment ces modèles-là comme des théories effectives à basse énergie de certaines théories de cordes. Et donc des théories de cordes avec une basse échelle fondamentale et une nouvelle façon de faire de la phénoménologie des cordes. Le modèle de Randall-Sundrum, lui aussi, est relié à certains développements de la théorie des cordes, en particulier autour de la correspondance ADS-CFT. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez aussi voir ces modèles, comme l'a dit aussi Gabriele tout à l'heure, de façon non cordiste, comme une nouvelle façon d'aborder certains problèmes au-delà du modèle standard, donc un peu dans une approche bottom-up, comme je disais tout à l'heure, donc comme le problème de hiérarchie de jauge, ou comme l'ont proposé Randall-Sundrum, et c'est le titre d'un de leurs articles, comme une alternative à la compactification, donc une sorte de nouvelle d'alternative au mécanisme de Kaluza-Klein, en quelque sorte. Et puis ce modèle-là aussi peut être vu comme un modèle jouet, un toy model, pour étudier certaines caractéristiques d'univers brownian. Donc à côté de ces deux modèles-là, il y en a donc dans ces deux modèles, en fait, ces deux modèles ont en commun le fait que la gravitation est standard à grande distance, donc à une distance qui est grande devant le rayon associé aux dimensions compactes dans le premier cas, et devant une autre échelle qui est dans le second cas, dans le modèle de dimension supplémentaire voilée, un rayon qui est associé simplement au rayon de courbure de l'espace anti-de-Sitter. Donc dans ces deux cas, la gravité standard à grande distance est modifiée à petite distance. Et donc il y a un troisième modèle dont je vais parler un petit peu, qui est un modèle sur lequel moi j'ai d'ailleurs beaucoup travaillé, qui s'appelle le modèle de DGP, ou de gravité branaire induite. Donc DGP, c'est les gens qui l'ont proposé, Dvali, Gabadadze-Porati, dans lequel, au contraire, il y a aussi des dimensions supplémentaires, mais le mécanisme est différent pour retrouver la gravité standard. Et dans ce modèle-là, en fait, les choses sont un petit peu duales par rapport aux deux modèles précédents, c'est-à-dire que la gravitation est modifiée à grande distance et standard à petite distance. Donc c'est un modèle qui a, pour cette raison-là, des intérêts en cosmologie, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est un bon moment pour faire une pause, avant de passer justement à la description de quelques phénomènes associés à ces modèles.